Bonsoir à tous. Je suis Maïram Dieng, je suis étudiante en licence de droit français et de droit anglo-américain à Nanterre et aussi membre de la section étudiante d'APIDV. Je vous souhaite la bienvenue à cette masterclass, cette première masterclass sur le thème des métiers du monde juridique. Donc, que vous soyez en terminale et que vous réfléchissez à votre orientation post-bac ou que vous soyez en reprise d'études ou alors en reconversion professionnelle, cette masterclass va vous permettre d'une part d'avoir une vue d'ensemble sur la diversité des métiers du milieu du juridique, comme les métiers d'avocat, greffier ou encore magistrat. Ensuite, vous aurez l'occasion d'avoir une vision des voies d'accès à ces métiers. Et enfin, grâce à nos intervenants, tout comme nos intervenants professionnels, tout comme des personnes des cellules handicap d'école ou bien de juridiction, nous discuterons des différents enjeux d'accessibilité que présente le monde juridique et les solutions pour compenser ces éventuelles difficultés. Donc cette masterclass se divise en 3 temps. Le premier temps, animé par Ismaël, traitera des professions du droit. Puis, dans un second temps, Clara va animer une partie relative aux aménagements donc du milieu juridique. Et, toujours animée par Clara, il y aura une partie relative au recrutement. Voilà, donc je vais... aussi, tout au long de cette masterclass, vous aurez l'occasion de poser des questions, que ce soit vous, le public présent sur place, et ceux du chat. Donc maintenant, je vais laisser la main à Ismaël pour le premier temps sur les professions du droit. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Ismaël Etsi, je suis étudiant en 3e année de droit. Pareil, dans la section de APIDV, la section étudiante depuis 3 ans. Et donc, je vais commencer à animer cette première partie avec nos 3 intervenants. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Karim, Thomas et Nadia. Merci. Donc, on va commencer. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites? Je me présente, je m'appelle Karim Kiter, je suis avocat au barreau de Paris, donc depuis bientôt 3 ans maintenant. Alors, je suis avocat et j'exerce à titre indépendant, je tiens à le préciser parce qu'il y a différentes modalités d'exercice de la profession d'avocat. Et concernant mon parcours, j'ai un parcours assez classique pour un juriste, savoir que j'ai fait une licence en droit, économie et gestion à l'université Paris 12 Créteil, à la suite de quoi j'ai fait un master en droit de la santé. J'ai également obtenu dans la même fac, donc à Paris 12 Créteil, un diplôme universitaire de droit européen. Et donc à la suite de ce master, je me suis inscrit dans un institut d'études judiciaires qui est l'établissement dans lequel on s'inscrit afin de pouvoir passer l'examen du CRFPA, qui est l'examen que l'on passe pour pouvoir rentrer à l'école de formation du barreau. Et donc une fois que j'ai intégré cette école, j'ai suivi une formation de 18 mois à l'issue de laquelle je suis devenu avocat. Et en tant qu'avocat, j'interviens principalement en droit du travail, en droit du dommage corporel. Donc pour les non-initiés, le droit du dommage corporel, ça concerne le droit des victimes d'infractions, des victimes d'accidents, aussi bien d'accidents médicaux que d'accidents de la circulation. En gros, toute atteinte au corps et à la psyché qui demande réparation, qui nécessite une réparation, va entrer dans le champ du dommage corporel. Donc j'interviens principalement dans ces 2 branches-là. Également en droit de la santé, puisque c'est une discipline qui recoupe les 2 précédentes que j'ai citées, et en droit de la famille. D'accord, très bien. À toi la parole, Nadia. Bonjour, donc moi je suis Nadia Amara, je suis greffière au tribunal judiciaire de Lille dans le service correctionnel. Donc si j'étais à Paris, je verrais Karim intervenir devant moi pour notamment les victimes de blessures involontaires dont j'ai à connaître lors des audiences.
Donc moi j'ai 48 ans, j'ai fait une licence de droit, un master 1 de droit privé, un master 2 en histoire et sociologie du droit. Après j'ai fait 2 ans d'IEJ, alors pas pour passer le barreau, moi j'ai voulu passer la magistrature, j'ai raté l'examen, le concours, pardon, 2 fois. Et après avoir raté ce concours de la magistrature, j'ai passé le concours de greffier et j'ai fait 1 an à l'époque d'École nationale des greffes. Maintenant c'est 18 mois et j'ai intégré alors c'est 18 mois d'école et de stage et j'ai intégré le tribunal judiciaire de Lille, d'abord au service de l'instruction et puis maintenant au service correctionnel. Et donc le correctionnel, ce sont tous les délits du quotidien, hein, les vols, les violences, beaucoup de violences conjugales, 3/4 des dossiers. Et puis des blessures involontaires par conducteur de véhicule, comme je vous disais à l'instant. Voilà, des conduites en état alcoolique, sous stupéfiants, enfin toutes ces choses-là. Et j'exerce depuis quelques années au tribunal judiciaire de Lille. D'accord, merci à vous Nadia. Et vous Thomas? Oui, bonjour, donc Thomas Carbonel. Donc moi je suis un ancien avocat au barreau de Paris, hein, j'ai exercé pendant 1 an. Et après, j'ai souhaité un peu me réorienter. Alors j'ai eu une opportunité en fait d'entrer dans la fonction publique au ministère des Armées, hein, en marché public. J'étais à la direction générale de l'armement. Donc autant dire qu'on n'achetait pas, c'était pas des roudoudous hein, qu'on achetait. Et en fait, j'ai été pris. Alors ça peut intéresser certaines personnes, parmi les personnes qui assistent hein, à cette masterclass, parce que moi j'ai été recruté d'abord comme contractuel par le biais du dispositif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce qui donne en fait vocation au bout d'1 an à être titularisé. Alors c'est pas simple, évidemment, il faut quand même passer, à l'époque en tout cas c'était comme ça, on passait un examen, petite épreuve orale devant un jury, enfin petite entre guillemets, une épreuve orale devant un jury, et après le dossier était examiné en commission administrative paritaire, etc. etc. Donc moi j'ai eu la chance d'être titularisé au bout d'1 an. C'est pas forcément, ça va pas forcément de soi. Hein, encore une fois, on a vocation à être titularisé. Et après, j'ai eu un parcours dans différents domaines parce que je suis en une formation en droit public dont je parlerai après. Mais le droit public est quand même déjà en soi une matière assez vaste. Donc j'ai successivement travaillé en marché public, après plutôt en droit de la fonction publique, un peu de marché public au Conseil régional d'Île-de-France. Après je suis revenu au ministère des Armées, où là j'étais en RH et je faisais vraiment du statutaire, du statut militaire, ce qui est en plus très particulier. Et là après je suis passé par la culture, en droit du patrimoine, et là maintenant je suis en droit du numérique, à la Direction générale du numérique. Et pour faire tout ça, j'ai eu une formation, donc j'ai eu un master 2 en droit public à l'université Paris 11, hein, c'est la faculté Jean Monnet à Sceaux. Et j'avais passé un concours, le concours des instituts régionaux d'administration que j'avais eu, mais en fait ça c'est un peu particulier, j'en ai pas gardé le bénéfice parce que les postes ne me correspondaient pas. Je m'étais peut-être pas suffisamment renseigné. Et en fait, après, j'ai décidé de me réorienter. Et c'est là que j'ai fait l'année justement à l'Institut d'études judiciaires pour me présenter à l'examen d'entrée donc au CRFPA. Moi, c'était le CRFPA de Versailles. D'accord. Alors, vu que le temps nous est un peu limité, on va essayer d'avancer en même temps parce qu'on a plein de questions à vous poser. Moi, j'aimerais passer notamment sur la question du handicap, pour le coup. Dans vos études, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait face aux difficultés en tant qu'étudiant en situation de handicap, déficient visuel? Voilà, quels sont on va dire, les avantages et les inconvénients que vous avez vus pendant vos études et puis aussi dans votre vie professionnelle, actuellement, dans votre activité professionnelle?
universitaire à la tablette. J'ai pris tous mes cours magistraux TD à la tablette. Ma mère me lisait mes TD et les bouquins de droit. Et j'ai connu GIA à l'époque, APIDV pour la magistrature, où j'avais demandé un livre de droit commercial qui faisait 1000 pages. Et le problème, c'est que je l'ai eu à la fin de l'année, là, avant le concours, donc c'était un peu foutu. Mais voilà, mes devoirs, je les faisais sur l'ordinateur à la maison pour les rendre en voyant, et c'est tout. Et le concours de la magistrature, j'ai révisé avec mes cours. Et j'ai passé avec une secrétaire qui écrivait ce que je lui dictais à l'époque. Voilà. Ce qui n'est plus le cas maintenant, je sais, parce que j'ai passé les IREM l'année dernière. D'accord. Et alors, on va rester du coup sur le volet universitaire pour l'instant, on reviendra sur l'aspect pro après. Vous, Thomas? Alors moi, j'ai eu, je fais juste une toute petite incidente quand même sur la période du lycée, parce que je tiens à le souligner, et ça on ne le souligne jamais assez, l'aide que peuvent apporter aussi bien sûr les enseignants, mais les parents. Moi, j'ai été très aidé par mes parents pour lire notamment des livres. Enfin, c'était très compliqué à l'époque. J'avais pas encore d'ordinateur. Bon, j'ai passé mon bac en 97, mais j'avais pas encore je l'ai eu qu'en 95-96. À l'université, j'ai en fait très vite, à partir de la deuxième année de DUG, moi j'ai commencé à taper tous mes cours. Parce que franchement, écrire, c'était un vrai problème pour moi. Je ne dis pas que je ne sais pas écrire, mais ça devenait vraiment presque illisible au bout d'un certain temps. Et je me suis en plus aidé, en demandant bien sûr l'autorisation, d'enregistrer les cours pour pouvoir les réécouter. Alors là aussi, je ne m'en cache pas du tout, je suis totalement transparent. Mes parents m'ont aidé en réécoutant des cassettes, parce que je ne pouvais pas tout réécouter, ça devenait absolument impossible au bout d'un moment. Donc j'ai été très aidé pour ça. Mais il y a quand même eu une fois un problème, un enseignant qui ne voulait pas, qui était vraiment pas partant parce qu'il avait peur que j'aille certainement diffuser les cours à tout le monde. Donc il a fallu, à la force d'insister, il a fini par comprendre, mais il m'a demandé de lui donner les cassettes à la fin de l'année. Bon, oui, c'est pas, mais c'est vraiment le seul. La plupart des enseignants étaient bienveillants et comprenaient très bien le problème et acceptaient tout à fait qu'on enregistre. Du moment qu'on leur demandait avant, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien, très bien. Et vous, Karim? Alors moi, pour ma part, étant donné que mon handicap a beaucoup évolué, quand j'étais jeune étudiant à la fac, j'étais déjà DV, mais je voyais beaucoup mieux que maintenant. Ce qui fait qu'à l'époque, je me contentais tout simplement de prendre mes cours avec mon ordinateur, je tapais sur mon ordinateur, et pour ce qui est des examens, je bénéficiais d'agrandissement de mes sujets, et j'avais du temps supplémentaire. Et sur la fin de mes études, quand mon handicap était beaucoup plus prononcé et que c'était plus difficile, pour ce qui est de la rédaction et autres, j'avais un secrétaire qui rédigeait pour moi, ce qui n'était pas le cas au tout début où je pouvais encore écrire moi-même. Par contre, pour ce qui est des aménagements, quand on est étudiant en droit, on a souvent le même type d'examen, à savoir des dissertations, des cas pratiques. Et mon handicap faisait que très souvent, je privilégiais la dissertation justement pour ne pas avoir trop de lecture et pour ne pas avoir à me baser sur des codes civils, codes pénals et autres, étant donné que c'est des documents qui font la taille de dictionnaire et par moment, quand on demandait les aménagements aux facultés et autres, il souhaitait de notre part qu'on apporte nous-mêmes les documents agrandis. Et c'est ça qui a pu me poser problème, notamment quand j'ai passé l'examen du barreau, enfin le CRFPA, et où on m'a demandé de présenter en amont différents codes agrandis et qu'ils puissent vérifier pour voir qu'il n'y ait pas de triche ou autre, pour savoir s'ils acceptaient ou non mes agrandissements. Et ils ne voulaient pas vous donner de secrétaire? Alors, s'il n'y en avait pas? Pour le coup, le secrétaire en question que j'avais sollicité, il m'avait bien été accordé, mais le problème c'est qu'à cause d'une expérience passée, étant donné que j'avais déjà eu un secrétaire qui avait du mal à jongler entre les différents codes et autres, je voulais vraiment les agrandissements de mes textes que j'avais dû présenter en amont. Et étant donné que j'ai eu la réponse que très peu de temps avant l'examen, ça a contraint certains aménagements de ma part, à savoir apprendre une grosse partie des textes législatifs que j'aurais pu être amené à utiliser lors de mes cas pratiques.
Et vous, Thomas, vous avez jamais utilisé de secrétaire? Vous avez toujours pour les examens? Si, justement, oui, j'ai oublié de le dire, effectivement. J'ai eu dès le bac, ça a commencé au moment du bac, le droit déjà le tiers-temps et effectivement l'assistance d'une tierce personne, donc qui prenait, pareil, qui prenait sous la dictée. Là, moi, j'avoue que j'ai vraiment ressenti l'apport parce que j'ai eu une très mauvaise expérience lors du bac de français en première, et là, ça a été une catastrophe. La copie devenait quasi illisible au bout de 2 heures à noter. Donc là, ça a été catastrophique. Et alors justement, je voudrais juste revenir sur l'école, l'expérience. Parce que moi, j'ai eu aussi l'expérience pour passer le CAPA à la fin du CRFPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors moi, au CRFPA de Versailles, j'avais des gens plein de bonne volonté. J'avais un directeur des études à qui vraiment je peux rendre hommage parce qu'il s'est battu pour que je sois bien intégré et tout. Mais il avait tout simplement pas le budget pour financer l'assistance d'une tierce personne. Donc, ah oui, ça c'en était là. Donc en fait, alors il était très très ennuyé, mais en fait, il m'a dit, si vous voulez, pour arriver à quelque chose, il faudrait que vous trouviez la personne. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi par des amis d'amis à me débrouiller, à trouver quelqu'un. Et puis il a fallu quand même que j'aille jusqu'à appeler mon université pour savoir comment on rémunérait, puisque les personnes rémunérées à la vacation, combien à peu près on pouvait donner. Enfin, ça a été vraiment, bon, j'y suis arrivé, mais ça a été un peu, trivialement, c'était la galère, franchement. D'accord. Là, Et du coup, Nadia? Moi, j'ai eu une mauvaise expérience au concours de la magistrature, justement, avec une secrétaire. Parce que normalement, je devais avoir une secrétaire, normalement, qui était soit magistrate, soit greffière en chef, tatati. La même mauvaise expérience que Karim avec ses codes. Et ben moi, sur la note de synthèse, la personne que j'ai eue ne savait pas lire un arrêt. Donc j'ai eu 50 arrêts à synthétiser. Inutile de vous dire que ma note de synthèse, j'ai eu je crois 6 ou un truc comme ça. Alors que pendant mon année, c'était pas le cas. Donc on peut avoir aussi des petites surprises comme ça. Je pense que maintenant ce serait plus le cas parce que je pense qu'ils doivent faire attention et que maintenant les secrétaires elles lisent, mais je sais que maintenant à la magistrature on peut écrire sur un ordinateur, vérifier à l'avance et tout ça. Enfin après je sais pas qui est-ce qui donne comme secrétaire maintenant, mais bon voilà. Écoutez, merci pour vos réponses. Du coup on va venir plutôt sur l'aspect professionnel. Par rapport justement au handicap, encore une fois du coup, comment quels sont les obstacles, on va dire les avantages que vous en tirez dans votre vie professionnelle, voilà, concrètement, comment ça se passe pour vous sur les ressources juridiques aussi, l'accès au code aujourd'hui, parce que forcément, quand vous étiez étudiant, il n'y avait pas forcément Légifrance, Internet n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, et puis aussi par rapport peut-être à l'intelligence artificielle, qui existe maintenant depuis 2 ans. Comment, voilà, dans votre travail, votre handicap vous sert, vous dessert, et comment vous utilisez les ressources, à quel point ça vous est utile ou pas. Karim, on va commencer par toi. Alors, s'agissant des ressources en elles-mêmes, alors c'est beaucoup plus pratique qu'utiliser un code papier, bien évidemment. Alors pour le coup, les sites comme Légifrance, alors moi j'utilise surtout Dalloz. D'accord. Donc ces 2 sites-là sont plutôt bons pour ce qui est d'être adaptés pour des personnes en situation de déficience visuelle, c'est-à-dire aussi bien avec la synthèse vocale que même avec de gros grossissements, on arrive à comprendre en gros ce qui s'affiche sur l'écran. Ouais. Donc là-dessus, c'est pas un gros souci. Par contre, c'est pas tant dans les ressources que plus dans les documents qui peuvent être communiqués aussi bien par les clients que par les juridictions, que là, on risque de rencontrer davantage de difficultés. Et encore à l'heure actuelle, même le logiciel de synthèse vocale le plus abouti, le mieux développé, il ne pourra pas servir à grand chose. Et encore actuellement, j'ai envie de dire que ce qui va le plus nous aider, nous, en tant que professionnels, c'est tout simplement l'assistance d'une tierce personne, type secrétaire, assistante juridique. Parce que quand vous avez un document qui est communiqué par un client qui est complètement manuscrit avec des références du type FX 2024/WX28, tout ça écrit au stylo, votre synthèse, elle ne va pas faire grand-chose pour vous déchiffrer ça. Ouais.
Et si en plus le client en question, il fait des fautes d'orthographe, ce genre de choses, ça va compliquer les choses. Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est tout simplement l'assistance d'une tierce personne. Aussi bien pour ce qui est de la prise de connaissance des documents, que même dans la pratique. Par exemple, en tant qu'avocat, et en fonction de la manière dont on exerce sa profession, on peut être amené à se déplacer. Moi, j'ai beaucoup de déplacements étant donné que l'une de mes spécialités, c'est le dommage corporel et qu'en conséquence, aussi bien je me retrouve à aller dans les tribunaux que dans les cabinets des médecins, par exemple, pour les expertises qui sont organisées. Et donc, tout ça, c'est des déplacements. Et forcément, pour les déplacements, c'est toujours bon d'être accompagné par une personne qui dispose d'une meilleure mobilité que soi quand on est en situation de handicap. Après, l'avantage de ma profession, comme je l'ai dit, c'est que l'avocature, ça peut être exercé de différentes façons, de différentes manières. Et comme en plus je suis à mon compte, ça pareil, c'est plutôt pratique pour une personne en situation de handicap, étant donné que moi je peux adapter mon poste de travail à mes besoins, d'une part, et je peux aménager mon temps de travail comme bon me semble. Enfin, tout est à relativiser, c'est-à-dire que forcément, vu qu'on a des horaires assez conséquents, je ne peux pas non plus trop me priver dans une semaine, mais je peux très bien moduler mon temps afin de faire en sorte d'avoir l'assistance d'une tierce personne à un instant T, et ainsi pouvoir avancer de la meilleure des manières. D'accord. Alors, juste sur l'IA, est-ce que toi, tu l'utilises après? Alors moi, je ne l'utilise pas personnellement, parce que l'IA, ça peut être très pratique. On pense notamment à ChatGPT, qui peut vous faire des courriers, des mises en demeure très rapidement et très instinctivement, mais ça peut être assez dangereux, parce que si on fait aveuglément confiance à l'IA, d'une part on se retrouve avec des courriers qui présentent des coquilles assez monstrueuses, et surtout si on utilise l'IA pour des recherches, alors là ça peut même être frauduleux, c'est-à-dire que l'IA elle a un léger problème, c'est que si on force les recherches sur l'IA, elle va avoir tendance à produire des réponses, quitte à produire de fausses réponses. Et donc on peut se retrouver avec des confrères qui, par exemple, ont été sanctionnés parce qu'ils ont inventé des jurisprudences. Ils ont inventé des jurisprudences parce qu'ils se sont basés sur ChatGPT. Ils ont fait leur recherche jurisprudentielle sur ChatGPT, qui leur a dit oui, il existe une jurisprudence rendue par telle juridiction. Il y a un précédent et c'était le cas. D'accord, donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'intelligence artificielle. Merci. Thomas, Nadia, vas-y. Alors moi, pour travailler, j'ai vite compris qu'il me faudrait une auxiliaire de vie au travail. Alors moi, je l'appelle ma lectrice. Parce que je l'ai vu pendant les stages, les dossiers, c'est du papier, j'avais accès à rien, c'était très compliqué. Pareil, les logiciels, voilà. Et donc maintenant, j'ai une lectrice pour m'aider au travail qui me cherche toutes les informations dont j'ai besoin dans les dossiers. Je travaille avec plusieurs logiciels qui ne sont pas forcément tous accessibles. Donc elle est là pour m'aider à faire tout ce que je ne peux pas faire. Voilà, des choses pratiques, même signer ma note d'audience. Alors maintenant, là, on est passé à la signature numérique, mais même ça, il faut quelqu'un qui positionne la signature au bon endroit sur le document. Des choses comme ça, quoi. Rien n'est. On ne peut pas être autonome dans son travail. L'autonomie est très compliquée, quoi. Oui, l'autonomie est très compliquée. Oui. D'accord. Et vous, Thomas, alors, comment ça se passe Alors, c'est vrai. Alors effectivement, l'autonomie, ça, c'est un vrai problème. Moi, j'ai été en cabinet d'avocat et à l'époque, il n'y avait pas autant d'outils. Moi, c'était en 2008-2009. Il n'y avait pas autant d'outils qu'on en a aujourd'hui. Et j'étais encore très souvent à aller consulter les documents. On avait heureusement une bibliothèque assez bien fournie au cabinet. Alors notamment le recueil Le Bon, ça dirait quelque chose publiciste. Mais c'était évidemment le format papier, c'était un peu le début des bases de données, Dalloz, etc., mais enfin, c'était pas aussi développé que ça l'est maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces plateformes. Dalloz, je l'utilise pas forcément tout le temps, mais je peux, parce que je suis aussi dans un poste où je suis plus sur plus de l'analyse, du conseil juridique au sein d'une administration, donc c'est un petit peu différent aussi, mais je peux l'utiliser. Après, évidemment, je ne cache pas que là, pour le coup, ma Bible, c'est vraiment Légifrance, quoi, parce que, c'est relativement accessible. Il y a des petits irritants, des fois, sur l'accès à certains processus qui sont un peu compliqués
Même quand on a un reste d'acuité visuelle, c'est parfois pas toujours simple, mais bon, on peut quand même effectivement, grosso modo, on arrive à s'en sortir. Après, les outils, voilà, moi j'ai eu des outils qui m'ont été fournis, payés par mon employeur, qui m'ont bien aidé, ça c'est vrai. Après... Alors juste, qui vous paye, l'employeur, mais il a fait appel à la FIF? Alors oui, moi au FIPHFP, parce que je suis dans la fonction publique. Dans le privé, ça serait la GFIP, mais bon, après, ça c'est... Moi, franchement, au ministère, j'ai pas eu de problème majeur, je dirais, d'équipement. C'était simplement le temps d'obtenir l'équipement sur le premier poste. Après, la majeure partie de mon équipement m'a suivi parce que tant qu'on reste dans la fonction publique de l'État, ça vous suit. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et là, j'ai dû faire renouveler récemment certains des équipements, notamment en téléagrandisseur. Mais là, pour le coup, on sent que les procédures ont vraiment évolué. Ça a été beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années, quoi. Là, franchement, ça c'est... D'accord. Oui. Alors après, ça dépend peut-être des... Oui, ça dépend peut-être des missions handicap. Oui. Très compliqué, là. Moi, depuis... en fait, avant, c'était centralisé au ministère de la Justice. Ouais. Et là, depuis... mais je pense que... Je fais affaire à une référente handicap qui est un peu réfractaire au niveau budget. Donc, depuis, on va dire, depuis 2020, là, ça va être la 3e année que je vais faire une demande de renouvellement informatique. J'espère que je vais l'avoir cette année, mais c'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, je pense que je vais faire appel à Karim là bientôt. Ah ben voilà. La première consultation est gratuite. Voilà. C'est vrai que pour le coup, toi, Karim... Non, mais je rigole, mais c'est compliqué, quoi. Pour revenir sur le matériel, toi, Karim, je veux dire, ton matériel, tu l'as toi tout seul, tu n'as pas besoin de faire appel, lorsque... Tu te les fais financer quand même? Alors, moi non, parce que moi j'avais déjà mon matériel. Après, lorsque l'on s'installe, en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, on peut toujours faire appel à l'HFIP pour la prise en charge de ces frais-là. Mais moi j'avais déjà mon matériel, étant donné que j'ai utilisé mon matériel perso pour mon activité professionnelle, tout simplement. Étant donné que j'exerce à mon compte, j'ai moi-même adapté mon poste de travail. D'accord, ok. Merci à vous pour cette réponse. Je vais poser une question un peu plus précise, plus pour Karim et Thomas, mais Nadia, tu pourras évidemment réagir. C'est sur l'aspect oratoire, la parole. C'est quelque chose d'assez important pour nous, les personnes déficientes visuelles. On a en tout cas pour pas mal de gens, de grandes facilités à s'exprimer à l'oral. Et je voulais savoir quelle était la place de la parole dans votre métier, dans chacune de vos fonctions. Comment vous l'exercez, comment ça se passe? Toi, Karim, notamment, quand tu es au tribunal, pour le coup, comment ça se déroule pour toi? Voilà, j'aimerais qu'on commence par Nadia. Alors moi, je ne m'exprime pas au tribunal, je suis très très discrète à côté de mon président, je me tais. Mais je parle dans d'autres fonctions à côté, d'autres fonctions électives et ça se passe bien. Mais j'aime bien avoir, quand je dois faire un discours, j'aime bien avoir un texte en braille avec un pupitre pour le faire. Ouais. Ça me rassure. Je reste attachée au braille, moi, très, très attachée au braille. Je suis âgée par rapport à tous les étudiants qui nous écoutent certainement. Ça me rassure et sinon, si j'ai une petite intervention à faire, je suis vite mal à l'aise, j'aime pas parler en public, je bafouille, je me plante sur le nom de l'intervenant, c'est terrible. C'est pas dans ton cœur de métier, en tout cas c'est pas l'essentiel de ton travail, loin de là. C'est pas l'essentiel de mon travail. D'accord. Et toi Karim, du coup? Alors moi, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs et autres, parce que je vais peut-être désacraliser quelque peu les choses, parce que dans l'imaginaire collectif, les avocats peuvent tantôt être vus comme de grands maîtres de la verve, tels les orateurs de l'Antiquité, où on les imagine avoir le panache, la fougue, et maîtriser l'art de la rhétorique comme les avocats dans les séries type Suits, Better Call Saul ou Ali McBeal pour les gens de ma génération. Mais dans la vraie vie, il faut savoir que le droit français, la France, c'est un pays de droit écrit avant tout. Et ça veut dire que la plupart des procédures, elles se font à l'écrit. Ce qui signifie que la plaidoirie, dans un grand nombre de matières, et pour beaucoup de contentieux, je ne vais pas dire qu'elle est réduite à peau de chagrin, mais presque. C'est-à-dire que vous avez plusieurs contentieux et plusieurs procédures. Thomas, qui est présent ce soir, est publiciste, donc il pourra le confirmer. Au tribunal administratif, par exemple, vous n'avez pas à plaider. C'est-à-dire que lorsque vous avez un contentieux,
vous pouvez vous présenter, déposer un dossier et dire « je m'en remets à mes écritures ». C'est-à-dire que, alors, je suis le premier peiné par cela, étant donné que la plaidoirie est un exercice très agréable et très impressionnant, mais à l'exception de certaines procédures complètement orales, par exemple en droit pénal, là oui, la plaidoirie va avoir son importance et ça va être important de mettre l'accent sur certains aspects aussi bien procéduraux que tout simplement sur la pertinence des faits qui sont présentés au juge, mais dans beaucoup de procédures. Ce qui compte, c'est votre dossier écrit. Pour une raison simple, une plaidoirie, ça dure 10 minutes, 15 minutes, si vous êtes très en forme, 30 minutes. Ça impressionne le juge qui se tient en face de vous, sauf que le juge, il ne va pas statuer directement. Le juge, il va prendre votre dossier écrit et il va l'examiner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et une plaidoirie, aussi bonne soit-elle, elle ne fait pas le poids face à un dossier écrit bien construit qui présente des éléments pertinents pour avancer vos demandes et contredire les éléments de la partie adverse. Surtout que, encore une fois, le principe du contradictoire oblige, on ne peut pas avancer quelque chose devant le juge alors que l'élément qu'on avance, on ne l'a pas présenté dans nos écritures et on ne l'a pas présenté à la partie adverse. Donc ce qui est dit à la plaidoirie, il figure déjà dans vos écritures. Ouais. Et vu que c'est là-dessus que le juge se base, dans la grande majorité des procédures, la plaidoirie, elle n'est pas très importante. Et même, moi, j'interviens, comme j'ai dit, en dommage corporel. En dommage corporel, c'est très factuel. Quand vous avez une audience devant le pôle réparation des intérêts civils d'un tribunal, vous arrivez devant le juge. Moi, j'ai eu des juges qui me disent, les yeux dans les yeux, « Bon, maître, je vous laisse 2 minutes. » Et là, vous avez 2 minutes pour dire, je demande 30 000 € parce que voilà, il s'est passé ça, et moi j'ai le rapport de l'expert qui dit ça, donc je demande ça. Voilà, c'était ma plaidoirie. D'accord. Et alors, pour donner la parole à Thomas, du coup, que pensez-vous alors, de ce qui vient d'être dit Moi, je suis tout à fait en phase, parce que j'ai certes été qu'un an en cabinet, mais quand même, en droit public, alors surtout à l'époque, c'était... moi j'ai eu l'occasion d'aller devant la cour administrative d'appel de Paris, je me souviens très bien. En plus, c'était le tout début où je commençais dans la profession. On m'avait fortement recommandé de me remettre à mes écritures et c'est ce que j'ai fait. Je vois vraiment pas, je me serais pas vu. Et c'est vrai qu'après, ça peut être un peu frustrant, ça je suis le premier à le dire. Après, il y a des choses, ça a évolué un petit peu. Pour avoir été, il y a 2 ans, assister à une audience, j'étais au ministère de la Culture, on défendait un dossier. On n'est pas intervenu, mais l'avocat de la partie adverse, par contre, lui, a fait une plaidoirie relativement longue d'ailleurs. Et ce qui n'est pas... Voilà, mais ça commence un petit peu à... des petits frémissements, ça commence un peu à changer. Il y a des petits changements. Après, prendre la parole en public, moi j'ai quand même d'autres occasions, plus forcément... Mais dans votre métier, voilà, justement, comment ça se passe pour vous qui êtes juriste? Alors, dans le métier où je suis, en fait, moi je fais du conseil juridique, puis ils répondent à des questions juridiques pratiques qui vont se poser dans le domaine mais est-ce que vous vous retrouvez à prendre la parole quand même devant des assemblées alors justement dans des réunions, par exemple? Plutôt des réunions, pas forcément des assemblées, mais des réunions. Là, en ce moment, je pilote la partie juridique d'un groupe de travail. Et alors, c'est en plus pas un exercice forcément évident parce que, même si la majorité des gens sont quand même bienveillants et tout, on a toujours le cas particulier, le grincheux de service qui est pas content, qui en fait embête un peu tout le monde, et y compris l'orateur, ou celui qui pilote le groupe de travail. Mais bon, ça, au bout d'un moment, pardonnez-moi, au bout d'un moment, j'ai envie de dire qu'on finit par s'y habituer, puis on finit par passer outre. On dit, lui, il est mal luné, on le laisse dans son coin et on travaille avec les autres qui, eux, sont bienveillants, ont de la bonne volonté. Voilà, je pense qu'on fait abstraction de tout un tas de choses. Mais après, prendre la parole en public, ça m'est arrivé de faire des présentations, notamment quand j'étais à DGA devant un amphi où il y avait 100 ou 200 personnes. C'est pas la chose la plus facile. Disons qu'on a un peu le trac dans les 5 minutes qui précèdent, les moites et j'en passe et des meilleurs. Puis après, en fait, une fois qu'on est lancé,
c'est... Voilà, on est un peu dans sa bulle, on est lancé, et en fait, je pense que quelque chose, moi c'est un conseil que je donnerais, quelque chose qui peut peut-être aider quelqu'un qui peut-être du fait de son handicap, parce que c'est vrai que le handicap visuel n'aide pas non plus, qui veut se lancer dans une profession où il aura beaucoup à intervenir. Bon, éventuellement la profession d'avocat, on peut quand même avoir à intervenir. Je conseillerais de faire du théâtre. Moi j'en ai fait quand j'étais au lycée, et franchement ça m'a apporté, ça m'a apporté beaucoup pour la suite, hein, en fait. Donc voilà, c'est un petit conseil gratuit, mais bon, c'est... Et du coup, Karim, Nadia, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit sur le théâtre, par exemple? J'en ai fait aussi, donc... D'accord. Et Nadia? Absolument, oui. Très bien. Écoutez, j'aurais une autre question pour Thomas. Est-ce qu'on peut être juriste, est-ce qu'on peut ouvrir un cabinet juridique en étant uniquement juriste? Ou est-ce qu'on est obligé d'être avocat? Alors, il y a... Alors, un cabinet, ça dépend. En fait, il y a le cabinet d'avocat. Donc là, forcément, faut être inscrit au barreau, il faut avoir le diplôme et être inscrit au barreau. Après, il y a... on peut monter des structures, des sociétés de conseil juridique. Hein, ça ne sera pas forcément... on peut appeler ça cabinet, mais bon... On le réserve plutôt des cabinets de conseil. Oui, ça sera un cabinet de conseil. Je pense notamment, j'ai des noms comme ça, je crois que c'est Ernst & Young, ils ont une partie avocat, mais je crois qu'ils ont une partie aussi qui est plus conseil juridique. Après, conseil juridique, c'est un petit peu, je dirais, il n'y a pas vraiment, pas vraiment de diplôme, quoi. On peut faire du conseil juridique en étant avocat, hein. Ça fait partie d'ailleurs, c'est une des missions. C'est pas que défendre, hein. Un avocat, moi j'en ai fait quand j'étais en cabinet, assez souvent on répondait des consultations juridiques. Hein, donc, Toi Karim, tu es d'accord avec ce que vient de dire parfaitement. De toute façon, la fonction d'un avocat, c'est représenter ses clients. Donc il y a une fonction de représentation, il y a le contentieux, donc c'est aller devant les juridictions soit pour défendre son client, soit au contraire pour qu'il obtienne les demandes qu'il a formulées tout simplement. Et il y a la fonction de conseil. Donc la fonction de conseil c'est quoi? C'est accompagner le client dans ses démarches, c'est la rédaction d'actes juridiques type contrat et autres. Donc c'est un gros volet, il y a beaucoup de cabinets qui ne vivent que du conseil et il y a des spécialités. Je pense aux affairistes notamment, eux ils vont avoir un gros volet conseil dans leur cabinet. Et il y a même un autre point qu'on n'évoque pas, il y a des cabinets d'avocats qui ne vivent que du conseil en faisant notamment des formations à destination aussi bien des professionnels que des particuliers. Et donc c'est pour ça, c'est une profession qui vraiment évolue d'une part, mais qui est très adaptable aux besoins et à la volonté tout simplement du professionnel qui souhaite l'exercer. Si votre passion c'est vraiment la plaidoirie et autres, alors là dirigez-vous vers du contentieux et surtout vers du pénal. Si au contraire c'est plus la rédaction d'actes mais que vous voulez tout de même avoir un volet contentieux, là ça sera plus tout ce qui concerne les procédures judiciaires classique mais contentieuse, mais on peut tout à fait faire de l'avocature et ne pas mettre les pieds une seule fois au tribunal dans l'année, en faisant que du conseil. Ok. Et alors, vous Nadia, j'aurais une question différente, parce que vous êtes du côté magistrature, vous êtes dans les tribunaux. Comment ça se passe, le métier? Alors vous êtes greffière, je sais, mais vous avez cité du coup les magistrats. Oui. Comment se passe la vie d'un magistrat, de manière très, très courte, mais comment... on pourrait envisager finalement le métier de magistrat pour une personne déficiente visuelle? Alors, moi, j'ai une amie... Est-ce que c'est réellement concevable ou c'est très compliqué? Absolument, non. J'ai une amie non-voyante qui est magistrate. Il y a plusieurs magistrats non-voyants. C'est juste que c'est un métier très, très, très prenant, en temps, qui est très chronophage. Et alors on leur en demande vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Bon, alors, quand on est magistrat correctionnel, forcément, on finit tard le soir. Mais aussi, quand on est magistrat juge de la famille, on a beaucoup de temps de rédaction, on a beaucoup d'audience et ça prend du temps. Moi, je vois ma copine travailler le samedi, le dimanche, et ça ne me fait pas du tout envie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat? Bonjour. Alors en audience, donc ça marche autant pour, en fait ça marche pour tous. Comment est-ce que vous
percevez les signes non-verbaux? Parce que ça peut être important, par exemple, de voir le visage de l'accusé, de voir voilà, tous les signes non-verbaux, comment vous les transcrivez? Merci. Alors, je vais peut-être commencer. Alors, moi, pour ma part, je ne les perçois pas directement. C'est-à-dire que lorsque je plaide, forcément, je vais pas voir le visage de mon contradicteur. Alors, comme j'interviens surtout en droit du travail, donc c'est-à-dire devant le conseil des prud'hommes et devant le tribunal judiciaire pour ce qui est du dommage corporel, généralement j'ai l'avocat de la partie adverse qui est présent, mais j'ai pas son client. Donc à la limite, les seules mimiques et autres que je pourrais apercevoir sont celles du confrère. Mais généralement, étant donné que je me présente au tribunal soit accompagné d'un assistant juridique, soit de l'un de mes confrères qui m'accompagne pour mes déplacements, dès que je termine ma plaidoirie, à l'issue de la plaidoirie, je lui demande tout simplement si lui, oui ou non, il a constaté, entre guillemets, une certaine expression, une certaine manière de communiquer, aussi bien du confrère que... Alors, les juges, en théorie, bon, ils vont pas faire de grimaces ou autre pendant qu'on parle, et s'il y a vraiment quelque chose qui leur déplaît, ils vont vous le dire. Donc, c'est pas quelque chose... le non-verbal, il va être plus important lorsque l'on est dans le conseil. On va avoir des clients en face de nous et qu'on souhaite trouver un accord entre deux parties et qu'on est dans une forme de résolution amiable. Là, oui, le non-verbal est très important. Ce qui est important, c'est aussi bien ce que votre contradicteur dit que ce qu'il ne dit pas, ce qui transparaît. Et là, pour le coup, j'invite toutes les personnes déficientes visuelles à être assistées, étant donné que tout simplement, lors de ce type de réunion et d'échange, vous pouvez tout à fait recevoir vos clients en compagnie d'un de vos collaborateurs ou tout simplement de votre assistant juridique. Mais pour ce qui est du non-verbal en tant que tel, c'est pas l'aspect le plus important lors d'une audience, parce que bon, le juge en lui-même, son mécontentement et autres, il transparaîtra dans sa manière de parler, de toute façon. Moi, je dois le retranscrire normalement. Parfois, je ne vois pas que la personne pleure, mais j'ai ma lectrice à côté de moi qui me le dit, en fait. Si le président ne fait pas de remarques ou quoi que ce soit, elle me dit, voilà, le prévenu pleure, ou la victime, ou ce qui se passe. J'ai déjà eu des gens qui tombaient par terre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, je demande à la personne à côté de moi. Oui. Voilà, je demande à la personne à côté de moi, et puis voilà. Moi, j'ai pas... Alors, de mon expérience, c'est vrai que je ne le percevais pas, en fait. C'est un peu pareil. Je ne percevais pas l'expression des gens, ce qui d'ailleurs, même dans le cas d'extra-professionnel, peut être parfois un peu compliqué, parce qu'on voit pas si la personne est un peu agacée et tout, on va pas forcément s'en rendre compte, ou alors on s'en rendra compte quand elle commencera à soupirer, donc ce qui n'est pas forcément très bon. Bon, après, comme j'étais comme je l'ai déjà dit, comme j'étais en droit public, ça a déjà été dit, où finalement il n'y a pas tant d'oral que ça, il n'y en a même pas, presque pas, on peut dire. Finalement, ça va, on arrive à s'en sortir par ce biais-là. Après, j'ai pas eu, moi, l'occasion de faire vraiment j'ai répondu par écrit à des consultations juridiques quand j'étais en cabinet, mais c'était pas moi, j'étais que collaborateur, on ne m'associait pas trop pour recevoir les clients, mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Ça, honnêtement, je me suis dit, si un jour je veux rester, puis je veux avoir mon cabinet et tout, comment ça va se passer? Ça, c'est vrai que c'est une inquiétude, disons. Bonsoir, je suis la petite voix de la régie. Je me permets de prendre la main parce qu'on a des remarques qui sont remontées sur le chat. Nous avons notamment parmi les gens qui vous écoutent et qui vous regardent, Célestin Schmitt, qui est déficient visuel et qui est auditeur de justice. Il nous précise qu'il est de la promotion François Molins, si jamais, qui est un ancien procureur général, je crois, si jamais ça vous parle. Alors lui, a priori, il a fait l'ENM et il nous dit que
au concours de l'ENM pour les secrétaires. Il a rencontré sensiblement les mêmes difficultés que ceux dont vous avez fait part tout à l'heure lors de sa première tentative avec une personne étrangère au domaine du droit comme secrétaire, ce qui n'était pas simple, hein, vous en conviendrez. Donc en conséquence, l'année suivante, il a insisté pour avoir une personne à minima détentrice d'un niveau de licence. Et du coup, il l'a obtenu. Il a eu une étudiante en M1. Alors moi qui suis née au XXe siècle, je crois que M1 veut dire Master 1. Hein, c'est bien ça. Et il confirme la possibilité d'utiliser un ordinateur personnel vérifié et déposé au centre d'examen à l'avance pour composer. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'ENM, ce sont des informations somme toute très intéressantes. Puisque j'ai le micro, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vais pas le lâcher. La petite voix de la régie est aussi la maîtresse des horloges parce que moi j'ai l'heure là qui défile. Alors ce premier temps d'échange est extrêmement intéressant et je vous en remercie. En revanche, je sais qu'on doit libérer certains d'entre vous, notamment Thomas. L'heure va bientôt sonner, donc il est temps de conclure, s'il vous plaît. Écoutez, merci à vous pour avoir été présent, pour nous avoir expliqué votre parcours, décrit voilà, les difficultés, puis les réussites aussi, le fait voilà, d'être dans des professions, dans un domaine aussi exigeant que le droit. Je le vis au quotidien, moi et d'autres étudiants ici. On sait que c'est pas évident et voilà, je tenais aussi à vous féliciter parce que vous êtes simplement des exemples pour nous. Voilà, je conclurai comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Nous allons donc attaquer sur la deuxième table ronde qui porte donc sur les questions du handicap en école et en juridiction avec comme intervenant Madame Cécile Desjambes, référente handicap de l'École nationale de la magistrature, et Madame Maria Diaz-Borges, qui est représentante handicap de la Cour d'appel de Paris, et animée par, bien sûr, Clara. Voilà. Merci. Ok, bonjour, moi du coup c'est Clara Bovard, donc j'ai fait ma licence de droit privé à SAS et là je suis en Master 1 Justice Procès Procédure à l'UPEC et en parallèle je fais un DU à SAS en criminologie. Donc je vais interviewer ces deux madames qui sont là pour nous parler de leur métier. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer brièvement votre métier concrètement, vos tâches quotidiennes ? Je suis Cécile Desjambes, je suis la référente handicap et responsable des dispositifs sociaux de l'École nationale de la magistrature. Et nous accompagnons au sein de l'école environ 80 élèves de 2 promotions, plus les agents et les magistrats qui sont des coordinateurs de formation pendant leur présence au sein de l'ENM. J'accompagne aussi maintenant les apprenants extérieurs qui souhaitent faire une reconversion. Et ça fait beaucoup de monde. Voilà. Donc notre travail consiste de permettre à nos élèves de mettre tous les moyens possibles afin qu'ils puissent faire leur scolarité dans les meilleures conditions. La scolarité d'un élève magistrat ou un auditeur de justice, on appelle ça, 31 mois. Donc 8 mois de scolarité au sein de l'école de magistrature à Bordeaux-Péberlan. Et après, ils partent en stage, en formation. Donc ils sont évalués pendant toute cette période en juridiction. Voilà. Donc moi, mon travail consiste à prendre attache auprès des élèves magistrats suite à la réussite du concours, voir avec eux quels sont les besoins d'aménagement qu'ils ont. Ça peut être en logiciel, donc technique, ça peut être matériel ou humain, et faire en sorte que quand ils arrivent après leur intégration au sein de l'école, mettre en place une visite médicale avec le médecin de prévention pour avoir des préconisations qui me permettra, moi, d'aménager leur formation pendant ces 31 mois. Voilà, et qui peut évoluer aussi. Donc voilà. Donc après, c'est un travail qui est
transverse avec tous les services de l'école de la magistrature, hein, puisque ça touche aux études, mais ça aussi les stages en juridiction, ça touche aussi à la validation du concours, puisqu'ils vont avoir des évaluations tout au long de leur parcours. Voilà, on travaille en totale transversalité parce que ça permet justement, même en juridiction, d'être alerté quand il y a un petit souci de fatigabilité, parce qu'il y en a forcément, puisque la scolarité est très dense. Donc il faut être vigilant et justement prendre le temps d'aller à la rencontre des élèves en juridiction et de les accompagner de manière à pallier justement à ces soucis de fatigabilité ou d'incompréhension parfois, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accompagner les élèves magistrats avec une différence. Voilà. Je parle pas d'handicap, hein, moi. Ni d'inclusion, ni d'accessibilité. Moi, je parle plutôt de normalité, mais simplement de mettre les bons outils. Voilà. C'est des personnes avec des besoins spécifiques et c'est à nous à pallier justement à ces besoins. Voilà. D'accord, c'est beau. Merci. Et vous? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maria Diaz-Borges, je suis référente handicap régionale pour le ressort de la Cour d'appel de Paris. Donc, ressort de la Cour d'appel de Paris, ça veut dire que c'est à destination de tous les magistrats et fonctionnaires qui dépendent des tribunaux rattachés à la Cour d'appel de Paris. Donc, il y en a à peu près une dizaine, tribunal de Bobigny, Créteil, Fontainebleau, Meaux, ça va jusqu'à Sens, le découpage est un peu étrange. Donc ma mission, une de mes missions est de mettre en œuvre la politique du ministère concernant le handicap au sein du ressort, comme je vous disais, à destination des magistrats et des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés ou qu'ils le deviennent en cours de carrière. Alors moi, j'ai actuellement, au dernier recensement, j'ai 340 magistrats et fonctionnaires en situation de handicap, en sachant que sur le ressort de la Cour d'appel, au niveau des effectifs global en 2024, nous étions 530 000 agents. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'agents en situation de handicap parce que les personnes ne se déclarent pas forcément. Mon rôle aussi, c'est de les inciter à se déclarer auprès de l'administration parce que ça leur permet aussi à ce qu'on les accueille dans des bonnes conditions et qu'on puisse aussi accéder à leurs aménagements de poste de travail. Donc dans mes missions, j'ai essentiellement les aménagements de poste de travail. Décidément, excusez-moi, je suis désolée. Les aménagements de poste de travail, alors tout type d'aménagement de poste, ça peut être aussi bien des demandes de logiciels adaptés pour une personne non-voyante, malvoyante, ça peut être aussi la prise en charge d'appareils auditifs, de fauteuils ergonomiques, de transport au domicile-travail, parce qu'on a des agents qui ont des difficultés à se déplacer sur leur lieu de travail, donc on a la possibilité aussi de mettre ça en place. Tout ce qui permet au fait d'améliorer les conditions de travail d'un agent en situation de handicap. On a un budget dédié. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du FIP, du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Alors nous, je crois que vous c'est différent à l'ENM. Nous, on n'accède pas directement au FIP, mais on a un budget dédié sur 3 ans au fait que le FIP nous alloue. C'est un plan triennal, c'est à hauteur de 800 000 € et avec ce budget dédié, on peut financer toutes les actions et toutes les formations, les actions de sensibilisation autour du handicap. J'ai aussi en charge le recrutement des agents en situation de handicap, alors pas des magistrats, moi je ne m'occupe pas de recruter les magistrats, pas encore. C'est essentiellement les corps, ce qu'on appelle les corps communs, donc les catégories C, catégorie B et catégorie A. Il y a des recrutements sans concours qui sont organisés pour les personnes en situation de handicap, donc ça veut dire que c'est des recrutements sur dossier. Il y a une commission qui est organisée où on auditionne les candidats et en fonction des personnes qu'on reçoit, on décide de recruter ou pas. Alors j'avoue qu'on est un peu dur à la Cour d'appel de Paris, c'est qu'on a décidé qu'on ne recrutait pas pour recruter. Que c'était important aussi Alors effectivement, le fait d'avoir une reconnaissance handicapée, c'est un des critères, mais on demande aussi aux personnes en situation de handicap d'être aussi compétents au même titre que les autres. J'ai oublié de le préciser, je suis non-voyante.
Je suis aveugle, non-voyante, comme vous voulez, depuis une cinquantaine d'années. Donc, voilà, moi je trouve que c'est important aussi de valoriser la personne qu'on recrute et de ne pas la recruter parce qu'elle est reconnue travailleur handicapé. C'est un des critères, mais c'est important aussi que les personnes puissent se valoriser. On a à peu près 4-5 recrutements dans l'année. Qui inclut aussi le recrutement des greffiers par la voie contractuelle, donc qu'on appelle l'article A27, des directeurs aussi des services de greffe judiciaire, c'est un métier spécifique à la justice aussi de catégorie A. La spécificité de ces recrutements, c'est que les personnes qui sont recrutées savent où est-ce qu'elles vont être affectées. Au fait, dans quel tribunal ou dans quelle juridiction elles vont être affectées. Alors pas forcément le service, mais la juridiction, ce qui nous permet au fait d'accompagner les personnes quand elles arrivent dans leur période de stage, qu'elles soient à l'École nationale des greffes ou en juridiction directement pour les corps communs, et d'adapter aussi leur poste de travail si nécessaire. Dernier point, j'ai aussi l'organisation de l'accueil des justiciables en situation de handicap qui viennent sur notre palais de justice, parce qu'on a un palais de justice qui n'est pas très accessible, qui est sur l'île de la Cité, boulevard du Palais. Donc on a une procédure en place pour organiser leurs accueils, et c'est une procédure qui est à destination aussi bien des victimes, des prévenus que des accusés. On a décidé de ne pas faire la distinction. Donc voilà, j'ai peut-être un peu trop parlé. Non, ça va. Et du coup, pour compléter, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la voie du handicap? Alors moi, en fait, j'avais pas vraiment envie de m'engager dans le milieu associatif, et je me suis dit que j'aimerais je voulais travailler dans le handicap, mais plutôt dans le cadre professionnel. Voilà, je voulais pas, parce que je suis pas sûre que le milieu associatif me convienne, et c'est vrai que j'avais proposé ça parce que moi je suis arrivée à la Cour d'appel de Paris il y a une vingtaine d'années, et je suis arrivée tout simplement à l'accueil téléphonique parce que je savais qu'ils recrutaient une personne handicapée là-bas. Donc moi je dis que j'ai été recrutée par quota, hein. Ils n'ont pas tellement cherché à savoir si j'étais compétente ou pas. Ils voulaient à l'époque une personne handicapée. Donc je me suis présentée et je savais que c'était un tremplin pour moi. J'avais cette idée de créer ce pôle handicap au sein du ressort de la Cour d'appel de Paris. J'ai proposé ça au premier président de la Cour d'appel de Paris, au procureur général. Ils ont adhéré. Et au début, j'étais à mi-temps sur le poste et je suis passée à plein temps depuis 5-6 ans sur le poste. Et voilà, et ça me plaît beaucoup parce que je sais pour qui je le fais. Je suis au contact des agents et j'aime le terrain. Donc voilà. Eh bien, pour ma part, c'était vraiment un choix que j'ai fait, puisque j'ai été militaire pendant 26 ans au sein des armées, au commandement des forces aériennes, donc rien à voir avec l'environnement dans lequel je travaille actuellement. Mais l'armée m'a porté, surtout l'armée de l'air, m'a porté des valeurs qui me semblaient utiles justement dans l'accompagnement, et quand j'ai décidé de faire une deuxième carrière, après un passage de 5 ans à l'état-major de la police et de la gendarmerie, j'ai vu justement une candidature s'est proposée et j'ai décidé de postuler. Voilà, j'avais le choix sur 3 postes, j'avais été retenue sur les 3 et j'ai opté pour la fonction de référente handicap, et puis je pense qu'il y en avait besoin. C'est une dynamique où j'ai réussi à faire adhérer beaucoup de gens. Voilà, je dirais même que je suis parfois un peu victime de mon succès. Voilà. Mais si j'ai réussi à emmener et à en être là sur l'accompagnement des élèves magistrats et nos agents, y compris les magistrats, c'est bel et bien grâce à mes collègues qui ont complètement adhéré à ce que je mettais en place, que ce soit des actions de sensibilisation, des forums. On a participé énormément à des forums dans le cadre du championnat du monde de rugby, mais aussi des Paralympiques où on a été présent. On est allé à l'UNESCO dans le cadre des handicapacités, qui était le premier forum justement où on parlait de l'éducation, de la culture et du sport. Donc l'ENM a été convié à participer justement à celle-ci pour la première fois. C'était formidable d'ailleurs de pouvoir partager aussi son expérience et son savoir-faire justement dans l'accompagnement. Je dirais que je fais
avec mes collègues quand même du sur-mesure. Voilà. J'ai cette chance d'être à 100% sur cette fonction, ce qui n'est pas le cas souvent en juridiction par rapport à mes collègues directeurs de greffe ou agents, hein, toute catégorie, qui l'occupent parfois à hauteur de 10 ou de 20% parce que c'est une casquette qu'on leur donne. Et je le regrette sincèrement parce que je pense sincèrement qu'on arrivera à faire un progrès sur l'inclusion des personnes en situation de handicap avec un accompagnement quand on aura des gens qui seront vraiment sur des fonctions pleines. Voilà. Parce qu'il faut du temps, il faut de l'accompagnement, il faut pouvoir parler, emmener aussi l'élève, en ce qui me concerne, comme le disait Maria, dans une démarche aussi parfois de reconnaissance qu'ils n'ont pas, parce que il y a le regard de nos pairs, hein, donc il y a le regard des magistrats, il y a toujours, on a peur d'eux, le jugement, hein, on le voit dans la société. Et je les incite aussi vivement à faire cette démarche pour eux personnellement, afin qu'ils ne passent pas sous les radars, comme je dis souvent, de la société, hein, qu'ils soient reconnus. Alors je leur dis, voilà, à la CAF, vous faites vos déclarations pour toucher les allocations familiales, vos allocations logement, et la MDPH, c'est pareil, c'est un droit, les gens se sont battus pour ce droit, et il faut au moins le demander, on s'en sert pas, mais c'est une petite carte précieuse qu'on garde dans sa poche au moment voulu, quoi. Voilà. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Cécile. C'est vrai que l'accompagnement vers la reconnaissance handicapée, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué hein, pour les personnes, surtout les adultes, au fait, les personnes qui sont assez avancées dans la vie active, 40 ans, 30 ans. Et c'est vrai que ça reste très compliqué encore, malgré les avancées, malgré plein de choses. L'inconscient collectif fait que le handicap reste quelque chose de négatif encore. Et mes collègues le savent, l'entendent, et surtout quand c'est des personnes qui souffrent d'un handicap invisible. Ça, c'est très compliqué au niveau de nos juridictions et puis dans la société en général. Donc effectivement, aussi bien Cécile que moi, notre rôle aussi, c'est de les accompagner, de leur expliquer l'intérêt aussi de cette reconnaissance handicapée et permettre que ça les protège aussi quelque part par rapport à l'administration. Alors souvent, c'est que aussi bien les magistrats que les fonctionnaires pensent que ça peut mettre un frein à leur carrière. Alors j'ose espérer que non. Mais voilà, mais non, normalement. Donc, mais voilà, c'est tout un accompagnement au quotidien auprès de ces personnes qui sont aussi demandeurs. La problématique, c'est souvent, voilà, si je signale que je suis déficient visuel ou, voilà, pour aujourd'hui, c'est justement le sujet qui nous intéresse. Donc moi j'ai accompagné Célestin qui est de la promotion 2023 qui finit sa scolarité actuellement et je lui souhaite de prendre ses fonctions dès le mois de septembre. Voilà, ça a été des rencontres avec Célestin, ça a été voilà, des besoins. Voilà, parce qu'un élève déficient visuel ne passe pas ses examens ou ses évaluations de la même manière que quelqu'un qui justement n'est pas touché par cette déficience, quoi. Donc c'est avec ma collègue Amanda qui est la prof d'anglais, par exemple, pour tout ce qui est examen d'anglais, où il y a justement des documents à remplir, des choses comme ça, on a travaillé ensemble pour justement apporter satisfaction à Célestin et lui permettre de le passer dans les meilleures conditions, mais éviter le stress surtout, parce que c'est ça aussi qu'il faut éviter chez l'élève qui va évaluer, qui va être en totale évaluation. Voilà, éviter le stress. Alors, pour ma part, je suis arrivée en septembre 2021 à l'école de magistrature. Il y avait à peu près un accompagnement qui était quand même assez lourd et une dizaine d'élèves magistrats qui étaient connus et identifiés. Nous avons dépassé, comme je vous le disais, puisqu'on est à 80 sur 2 promotions, ce qui quelque part, l'accompagnement fonctionne, les élèves parlent entre eux d'une promotion à l'autre et savent qu'on est là pour les accompagner et que s'il y a besoin d'un aménagement, on mettra l'aménagement qui va bien.
Et les 80 personnes, c'est 80 personnes en Alors, situation de handicap ou déficience visuelle? Alors moi, pour ma part, je ne m'occupe que du périmètre des élèves qui ont une reconnaissance de RQTH, hein, parce que nous avons actuellement la promotion 2024 dont il y a 500 élèves. Je ne peux pas être toute seule sur le périmètre, mais il y a des jeunes gens qui sont en cours de reconnaissance où le travail commence à se faire et puis ils réfléchissent. Et donc notre assistante sociale est là pour les accompagner aussi. Hein. Et ma collègue Laurie Agbo, elle est sur le périmètre plutôt des élèves qui n'ont pas de reconnaissance mais qui ont des besoins spécifiques. Voilà. Nous ne sommes pas obligés d'imposer une démarche quelconque à un élève, bien au contraire, s'il est libre de ses choix. Et on travaille par contre, quand on le peut, main dans la main avec la MDPH de la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir avoir des renseignements, mais aussi venir faire des rencontres auprès de notre établissement pour permettre à des élèves qui douteraient justement du bien fondé de cette démarche. Et du coup, on arrive quand même d'un côté ou de l'autre à les accompagner dans ce choix-là. Et moi, après, c'est comme le disait Maria, grâce à la FIPHFP et au denier de l'école de magistrature, hein, parce qu'on n'est pas sous convention comme l'est le ministère de la Justice, hein, nous sommes un établissement sous tutelle de l'État et du garde des Sceaux. Donc nous payons nous-mêmes en ce qui concerne les élèves, c'est le ministère qui avance et dont il y a 20% qui restent à leur charge, je crois. Mais pour l'école de magistrature concernant les agents, ce sont l'école de magistrature qui paye, c'est l'école qui paye les aménagements. Et après, moi, je monte les dossiers auprès de la FIPHFP pour m'en faire rembourser à peu près 80%, mais le reste reste à charge de l'école de magistrature. Voilà. Donc c'est un budget. Je n'ai pas les 500 et quelques... J'aimerais bien... 800 000. Non, loin de là. Moi, je dirais que je suis plutôt à 40 000. Voilà. Donc les aménagements, pareil, hein, les élèves, ça peut être de l'ergonomie, c'est l'auxiliaire de vie. Auxiliaire professionnel parfois et de vie. Hein. J'essaye de trouver parfois, en échangeant avec l'agent ou en échangeant avec l'élève, qu'est-ce qui correspond. Alors c'est vrai que parfois, comme à Célestin, je ne sais pas s'il le dira, à un moment, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus utile pour lui quand il est parti en juridiction, loin de sa famille, hein, de ses proches, en appartement, de mettre quelqu'un en place. Grâce à la société assistante avec qui je collabore, parce que je me suis dit, il arrive dans un tribunal judiciaire où il ne connaît pas l'environnement. Il va avoir du mal à se repérer, à aller chercher des dossiers. Enfin, je voyais l'utilité pour lui, et j'espère qu'il ne me contredira pas, l'utilité pour lui de lui mettre quelqu'un à ses côtés, parce que ça me semblait... peut-être quelque part le soulager d'un stress qu'il aurait eu s'il s'était retrouvé seul dans un environnement qu'il ne connaissait pas, quoi. Après, on a eu la chance aussi d'accueillir Bio, qui venait de l'école des avocats et qui avait un passage de 6 mois au sein de l'école de la magistrature et qui était aveugle. Et qui a fait 6 mois chez nous. Et ça a été vraiment une expérience pour moi unique parce que j'accompagne Célestin, mais Bio avait un caractère il savait ce qu'il voulait parce qu'il ne voulait pas qu'on lui impose des choses, donc je le comprenais, mais c'était compliqué et au final... j'ai proposé à l'école des avocats du barreau de Bordeaux de mettre en place une auxiliaire professionnelle pour lui permettre justement d'être dans cette scolarité de manière un peu plus... que ça soit confortable et qu'ils ne vivent pas comme une souffrance. Voilà, parce que ça peut être le cas. Je rebondis encore sur ce que dit Cécile. Alors, les auxiliaires de vie professionnelle, effectivement, nous ont souvent appel à elle ou à lui pour les personnes plutôt malvoyantes, voilà. Moi, je bénéficie aussi d'une auxiliaire de vie professionnelle. Alors, c'est très particulier parce qu'effectivement, il faut trouver la personne avec laquelle il y ait une confiance totale. C'est un vrai binôme. C'est aussi le positionnement de l'assistant de vie professionnelle, c'est-à-dire ne pas prendre la place de l'agent, ne pas parler à la place de l'agent, ne pas faire... Parce que c'est une compensation du handicap, mais ça ne veut pas dire que, au fait, les personnes qui vont venir dans le bureau doivent s'adresser à son assistant de vie professionnelle. Et c'est vrai que
c'est une bonne aide, mais difficile aussi à mettre en place parce que c'est des questions de personnalité aussi, parce que souvent, c'est pas un métier, comment dire, sur lesquels sont formés les personnes qui sont recrutées sur ce type de poste. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une assistante qui pensait que quand j'allais aux toilettes, elle était obligée de m'aider, quoi. Enfin, elle avait envie de croire ça, en fait, parce que c'était aussi sa personnalité. Donc, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être infantilisé, d'être respecté en tant qu'agent. Donc, c'est tout un apprentissage. C'est pas simple, parce que c'est vraiment une question de confiance, de se caler entre un relationnel aussi. Hein. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être assistant de vie professionnel. Alors, je sais que chez nous, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, Cécile, mais nous, on essaie à ce que le contrat entre l'agent et l'assistante de vie professionnelle soit de 2 ou 3 ans. Et l'idée, en tout cas des bénéficiaires, c'est de faire évoluer aussi les personnes au sein de notre administration. Parce qu'il y a possibilité après, si elles le souhaitent, de passer des recrutements sans concours, au même titre que les autres agents. Et, parce que je trouve que 2-3 ans, c'est bien. Après, ça peut être... moi, je trouve que c'est trop, on s'habitue, on a peut-être après des mauvaises habitudes. Mais moi, l'idée, c'est qu'elle ne reste pas forcément avec moi, parce que je trouve que c'est un poste tremplin, en fait. C'est une mission tremplin. Donc, nous, la différence, c'est que les élèves magistrats ont une scolarité qui est quand même assez... une partie à l'école, une partie en juridiction. Donc, on met les assistantes de vie professionnelles en juridiction, pour apporter, en vérité, compenser une aide, parce que l'ensemble des élèves qui sont dans la promotion sont souvent aussi une aide. Voilà, pour l'élève qui est en situation de handicap, hein, peu importe le handicap, hein, sont souvent une aide. Donc voilà, on les met en place que quand ils vont en juridiction. Voilà, donc moi... voilà, on me lève la main pour... Oui, excusez-moi, c'est la régie qui intervient parce que Madame Desjambes, je vous confirme, Célestin, il est d'accord avec ce que vous dites. Il confirme que l'auxiliaire professionnel était indispensable pour le stage. Et je le cite, notamment pour scanner les dossiers papier, lire les documents manuscrits qui sont, je le cite encore, malheureusement encore légion dans les dossiers. Donc vous êtes parfaitement en phase tous les deux. Ben, disons que ça nous a, enfin en échangeant avec les magistrats qui sont en juridiction, donc les magistrats régionaux de formation et puis les directeurs de centre, on échange beaucoup. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'on est transverse, parce que ça ne s'arrête pas qu'au niveau de l'école de magistrature. Moi, je vais au niveau national, quoi. Donc, ma directrice, Madame Roré, justement passe au niveau des cours d'appel pour voir éventuellement les difficultés que nos élèves auditeurs de justice peuvent rencontrer. Et souvent, je la suis un petit peu de près dans les juridictions, mais côté tribunal, où sont nos auditeurs de justice et où ils font leur formation, afin justement d'apporter de l'aide à nos magistrats aussi, hein, parce qu'il n'est pas évident d'accompagner un élève en situation de handicap, peu importe le handicap, quand on n'est pas formé. Voilà. Attends, est-ce que je peux poser juste une dernière question rapide avant de clôturer cette deuxième table ronde? Quel conseil vous donneriez, du point de vue de l'école ou de la juridiction, à un étudiant qui justement a peur de se lancer dans la magistrature ou l'avocature à cause du handicap? Est-ce qu'il y a un frein? Quels sont les métiers les plus accessibles Non, selon vous? enfin, moi, franchement, je ne peux pas cibler un handicap. Je peux vous garantir que j'ai malheureusement toute forme de pathologie. J'accompagne tous ces jeunes gens qui sont d'un courage exceptionnel de se lancer dans une carrière comme celle de magistrat, où il y a on va leur demander 200% sur leur fonction. On le sait, on l'entend dans les journaux. Ce n'est pas du rêve, c'est bien la réalité. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. L'école de magistrature, il n'y en a qu'une en France.
Et il n'y a qu'une référente pour l'école, donc c'est moi. Donc je dirais, allez-y, venez, n'ayez pas peur. Mes collègues, on va vous accompagner et puis franchissez le pas. Déjà du concours où vous serez mis dans des bonnes conditions et dites-vous bien que la continuité de la scolarité sera de même, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec Cécile, il faut évidemment s'accrocher parce que, alors là je parle en tant que personne en situation de handicap, on va rapidement vous renvoyer à votre handicap et il ne faut surtout pas lâcher parce que nos juridictions c'est le reflet de la société, donc vous aurez toutes les réflexions possibles et imaginables. On a plein d'avocats en situation de handicap, on a des magistrats qui ont une mémoire incroyable parce que moi j'en connais j'en connais plusieurs au tribunal de Paris, et c'est des bons magistrats. Alors quand ils sont bons, ça dérange parce que les collègues, ils sont toujours un peu, oh là là, il ne voit pas, il est déjà là, voilà. Donc vraiment, il faut s'accrocher, que ça soit pour greffier aussi, mais même il y a dans les corps administratifs, adjoints administratifs, et ça, voilà. Et puis il ne faut pas hésiter après à nous contacter, aussi bien Cécile que moi. Nous, on le voit au quotidien, alors il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est possible, voilà, c'est possible. Il y en a quand même pas mal, hein. Moi, je sais que j'ai l'équipe du service de la REDOC, on appelle ça, hein, c'est le service de la recherche et de la documentation de l'école de magistrature, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, hein, parce qu'on a un deuxième établissement pour la formation continue ou la formation spécialisée des magistrats, qui travaillent justement pour rendre accessible Dalos, par exemple. Il y a tout un tas de moyens. On travaille sur l'accessibilité numérique. Le service de la pédagogie travaille énormément sur les vidéos des procès, à faire en sorte que tout ça soit en sous-titrage. On avance bien. Je dirais que le handicap, peu importe le handicap, on arrive à être vraiment... on avance bien et il y a encore beaucoup de choses à faire, il ne faut pas dire que... Mais on a fait quand même énormément de progrès, je pense, depuis quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat? Questions? Alors, sur le chat, je vous remercie parce que vous avez répondu à des questions qui étaient arrivées, hein. On voulait savoir un petit peu quelle formation il fallait avoir au préalable, est-ce qu'il y avait des filières qui étaient fermées quand on était déficient visuel. Donc vous avez répondu à tout ça. Et encore une fois, j'ai une remarque de Célestin qui dit « Il ne faut absolument pas avoir peur de tenter l'ENM et la magistrature, c'est le plus beau métier du monde », dit-il. C'est très bien, Célestin. Je lui ai donné un petit billet. Non, je rigole. Je pense que c'est Célestin, comme d'autres élèves, hein, puisque sur cette promotion-là, particulièrement la promotion 2023, a été une promotion mais formidable, quoi. J'ai eu l'occasion de faire de très belles rencontres vis-à-vis de ces personnes qui sont d'un courage exceptionnel, hein. Je peux vous l'assurer qu'il y a des pathologies. Je me demande franchement comment ces jeunes gens, avec l'importance de la scolarité qui est très très lourde, quoi, s'accrochent, ne se plaignent jamais. Le handicap est invisible parfois, donc personne ne le sait à part certaines personnes comme moi et les études ou les stages, quoi. Mais moi je salue leur courage et franchement chapeau, quoi. Donc n'ayez pas peur. Moi, je parle toujours qu'il faut, du moment où on est accompagné, il n'y a pas de souci. Après, il faut trouver les bons interlocuteurs. Exactement. On les a trouvés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Donc maintenant, nous allons attaquer la troisième et dernière table ronde qui porte donc sur la question du recrutement. Donc Clara va mener cette dernière table ronde. Avec comme intervenante Madame Isabelle Guibert, qui est responsable du pôle de protection juridique chez Generali. Bon, eh bien, bonjour. Déjà, commencez par vous présenter donc, votre parcours, vos fonctions actuelles. Alors, mon parcours, pour ceux qui ont fait des études en droit il y a très longtemps, j'ai un 3e cycle en droit des affaires, ce qui correspond actuellement à un Master 2.
J'ai intégré Generali juste après mes études parce qu'à l'époque c'était un peu compliqué de trouver un travail et depuis je suis restée à Generali. Donc j'y suis depuis quelques années. Mes fonctions actuelles, en fait, je suis manager de proximité. J'encadre une équipe d'une douzaine de personnes à peu près. Ok, et bien, alors on m'a dit que le handicap donc de la déficience visuelle était l'un des handicaps que craignaient le plus les entreprises. Parce qu'elles ne connaissent pas forcément tout de ce handicap, il est assez mystérieux. Est-ce que vous avez déjà recruté des personnes déficientes visuelles? Generali a déjà recruté des personnes en situation de déficit visuel, mais de façon plus large, en fait, Generali a une politique de recrutement. Depuis à peu près 2005, de mémoire, il y a un pôle d'insertion des travailleurs handicapés. Donc ça veut dire qu'il y a des responsables ressources humaines qui sont chargés de recruter et ça fonctionne puisqu'il y a, vous savez qu'il y a un quota pour recruter des personnes en situation de handicap. On est au-delà des 6%. Et en fait, je voulais rebondir sur les... Oui, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y a une période où on recrutait pour recruter. Est-ce que là, c'est ça ou pas? C'est ça. En fait, il faut être vraiment très clair. Moi, je suis une petite goutte comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon équipe, avec mes 12 personnes, je veux pas recruter une personne qui a un handicap parce qu'elle a un handicap, je veux la recruter parce qu'elle est compétente. Et au même titre? Au même titre que les autres. C'est mon premier objectif. N'oubliez pas que Generali, c'est quand même une société privée. Oui. Donc à ce titre, je veux dire, on veut des gens compétents. On ne va pas recruter quelqu'un parce qu'il est handicapé. Je veux dire, on va le laisser dans un coin et... Non, c'est pas ça du tout. Et au même titre, du coup, est-ce que vous... Enfin, en vrai, les gens le diront rarement, mais vous refusez pas à quelqu'un parce qu'il est handicapé? Non, vous sincèrement non. Non, et donc je vous parle des salariés dont l'état de santé peut évoluer. Et dans mon équipe, alors c'est pas un salarié, c'est pas un collaborateur qui a un problème au niveau de sa vision. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui a une mucoviscidose. Et Dieu sait que cette maladie est terrible aussi, et il est aussi compétent que les autres. Et il est encore plus motivé. Il est encore plus motivé que les autres. Oui, parce que justement aussi en tout cas pour ceux qui ont eu leur handicap pendant leurs études, ils ont aussi eu cette motivation pendant leurs études à se surpasser donc, dans le travail. Tout à fait. Ça et il était avocat avant d'intégrer notre service. Oui, donc il a dû en baver aussi avant. Voilà, tout à fait. Et en fait... Là, je vous parle d'un service juridique, un service de protection juridique. Donc, on est dans un service d'assurance. Là, il y en a beaucoup d'entre vous, vous faites du droit. Donc, oui, il n'y a pas de réticence, en tout cas, de ma part, bien sûr, de mes collègues, pour employer un collaborateur en situation de handicap. D'ailleurs, je vous montre un petit exemple, ce dé qui m'a été donné par Generali. Bon, ce dé est rond. Mais en fait, un dé, c'est normalement carré. En fait, c'est notre état d'esprit à Generali au niveau de notre politique d'inclusion. C'est-à-dire que ce dé, il fait quand même office de dé, bien qu'il soit rond. Les personnes en situation de handicap, c'est pareil en fait. À partir du moment où elles sont compétentes, moi, ça me va. D'accord. Et donc, par exemple, un déficient visuel, il peut prendre... je parle aussi pour mon cas, parce que moi, du coup, je suis en Master 1 en droit. Je sais que je peux faire la même chose que les autres qui ont mon niveau, mais parfois avec un peu plus de temps. Donc, on a à l'université le tiers-temps, le mi-temps, mais au travail, comment ça se traduit ça? Est-ce qu'on laisse un temps supplémentaire? Est-ce qu'on est indulgent? Est-ce qu'on laisse du temps en plus pour faire certaines tâches, justement?
Bien sûr. En fait, bon là, on n'est pas non plus, c'est pas la société idyllique. Hein. Oui, je oui, suis non, pas j'ai pas 4 jours. Pas pour du faire tout. un truc simple, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on s'adapte au handicap. Alors, et les aménagements mis en place. Alors, il y a des aménagements physiques. Au niveau des locaux, au niveau des bureaux, mais il y a aussi des aménagements. Alors, il peut y avoir des aides humaines, il peut y avoir tout à l'heure, on a parlé d'auxiliaires de vie, et puis il peut y avoir aussi des aménagements au niveau du temps de travail. Et oui, je vous réponds oui par rapport à votre question. Tout à fait. Ok. Et par exemple, pour le travail en équipe, comment ça se passe avec quelqu'un qui est déficient visuel, par exemple pour des réunions, par exemple aussi en open space, quand il y a des postes qui tournent un peu chaque jour. Je veux dire, l'open space, c'est un peu premier arrivé qui prend la place qu'il a envie de prendre. Mais est-ce que quelqu'un qui a un aménagement de poste, est-ce qu'on va lui attribuer par exemple une place en particulier? Est-ce que c'est des aménagements possibles? C'est tout à fait possible. Mon collègue qui a une mucoviscidose, il ne peut pas respirer tous les microbes des autres. Donc en fait, surtout en hiver, et puis tout au long de l'année, il a un bureau à lui tout seul. Donc moi, tous les matins, je vais lui dire bonjour. Quand il n'est pas en télétravail, je dis bonjour monsieur le directeur, parce qu'en fait, les bureaux chez nous, il faut être directeur pour avoir un bureau. Mais oui, il y a des aménagements pour des personnes, pour éviter de côtoyer tous les collègues, oui. C'est beaucoup mieux. Et ces aménagements, ils sont accessibles que si on fait la reconnaissance RQTH, c'est ça? Pas forcément. Et comment, en fait, moi, je suis à l'université et je connais pas ce statut de RQTH. Comment on l'obtient et à quoi il permet d'accéder? Alors, là, vous me posez des questions techniques. Moi, je suis sur la partie manager, une société privée, mais c'est vrai que ce côté-là, mise en place d'un dossier RQTH, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup comment on fait, je ne connais pas les démarches, c'est vrai, je vous l'avoue humblement. Mais je veux dire, la personne dans mon équipe qui avait un problème de vision, elle n'avait pas de reconnaissance RQTH. Elle a quand même pu avoir des aménagements. Oui, tout à fait. Les aménagements, ce n'est pas conditionné au RQTH. Mais sauf erreur de ma part, ça donne en fait d'autres avantages. Parce que sauf erreur, on peut faire appel à des financements pour aménager le poste, etc. Mais bon, là, sous réserve. Ok. Et alors, j'avais une dernière question. Le handicap, pour vous, il faut en parler quand dans le processus de recrutement? Est-ce qu'il faut en parler dans le CV, dans la lettre de motivation, à l'entretien? Quand? Alors, ça, c'est une question difficile. Je pense que c'est une parce qu'il y a plein de préjugés sur le handicap. Oui. Et en fait, bon, déjà, je pense qu'il faut faire preuve de transparence. Maintenant, il y a des handicaps invisibles. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre handicap non plus. Maintenant, si votre handicap est visible, le questionnement va être de quelle façon on peut aménager votre poste pour que vous puissiez intégrer le service, etc. Donc, vous êtes obligé d'en parler si vous avez besoin d'un aménagement. Voilà. Après, pour moi, il faut jouer la carte de la transparence. Mais je comprends que cette carte de la transparence, elle ne soit pas du tout évidente à faire jouer. Et si on la joue, à quel moment, du coup, pour vous? J'ai eu les deux cas. Mon collègue qui a une mucoviscidose, il l'a joué dès le début. Okay. D'autres collègues l'ont joué, on a appris une situation de handicap après. Ou qui s'est déclaré après. Oui. Donc en fait, après, moi je ne vais pas reprocher aux personnes d'avoir caché leur handicap. Moi-même personnellement, est-ce que, je ne sais pas moi, si j'avais un diabète 1, est-ce que je le dirais? Je ne sais pas. Donc c'est vraiment très compliqué comme question, mais là où il faut jouer, c'est sur la transparence et l'honnêteté. Parce que sinon, aller dans un poste, il y a une situation de confiance qui se joue avec le manager, oui. ok, mais aussi avec l'équipe.
Mais la question se pose parce que selon la personne qu'on a en face, il y en a qui peuvent être freinés en voyant un CV où on peut indiquer par exemple l'RQTH. Je crois que ça se fait. Il y en a qui peuvent être freinés. Tout comme à l'entretien, si on le dit dès le début, peut-être qu'ils vont arrêter de nous écouter pour la suite, ou si on le dit à la fin, ils vont se dire « Ah, peut-être que je vais remettre en question ce que j'ai entendu ». Donc ça dépend, je pense, aussi de la personne. Mais vous avez tout à fait raison, parce qu'on a forcément des freins et des préjugés. Mais si vous passez par une cellule, parce qu'il y en a dans les grosses boîtes, dans les compagnies d'assurance, si vous passez par le pôle des travailleurs handicapés, l'idée c'est de connaître votre handicap dès le début et de voir, les moyens d'action qu'on peut avoir pour vous intégrer. Donc, en fait, moi je dirais, tout dépend de votre handicap. Et parfois, vous avez intérêt à jouer carte sur table. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie de dévoiler un handicap. C'est évident. Et est-ce que si les quotas sont pleins, entre guillemets, les quotas pour les personnes en situation de handicap d'une entreprise, s'ils sont pleins, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes en situation de handicap ? Non, parce que en fait, j'ai regardé juste les chiffres avant de venir, parce qu'encore une fois, je ne suis pas la pro du pôle handicapé. En fait, donc on a dépassé les 6% à Generali. On a à peu près plus de 320, je crois, collaborateurs qui ont intégré. Et en fait, il y a un plan 2022-2025 pour engager X nombre de CDI, des CDD, des stagiaires et des alternants. Donc en fait, encore une fois, c'est la compétence. Vous n'allez pas laisser passer quelqu'un de compétent sous prétexte que vous avez dépassé le quota. Là, le quota, il est dépassé. Pour autant, ils ne sont pas au chômage, les gens de notre pôle des travailleurs handicapés. Non, vraiment, pensez au dé. On ne va pas vous recruter parce que vous êtes en situation vous êtes déficient visuel. On va vous engager parce que vous faites l'affaire sur le poste, parce que vous allez intégrer une équipe et vous allez être dedans et vous allez vous intégrer. Voilà, c'est ça le critère. Et donc vous êtes pour Generali, mais est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui, les entreprises privées, est-ce qu'elles ont tout un quota et est-ce que vous savez pour le public s'il y a des quotas aussi? Alors, parce que ça peut être... je ne sais pas. Ça peut être aussi un peu de la discrimination positive, mais je veux dire, ça peut aussi permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir un emploi aussi, les quotas. Tout à fait. Alors, pour moi, les quotas, c'est un pied en avant. C'est-à-dire que si on ne met pas de quotas, on n'avancera jamais. Et si on n'avance pas, on ne va pas connaître toutes les personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi le risque que sans quotas, il y en a qui prennent... en fait, il n'y a pas de minimum s'il n'y a pas de quotas. Oui. Et puis, c'est un peu comme aussi les femmes. Le problème des femmes qui intègrent tout ce qui est problème de parité, etc. Ça peut sembler bizarre de mettre des quotas. Mais là, pareil, pour les femmes, il y a des préjugés. Donc, les handicapés, il y a des préjugés. Donc, moi, je dis que c'est compliqué, mais pour moi, on est obligé de passer par là parce que tout le monde a trop de préjugés. Et donc, quand on commence à dire « Ah ben, les femmes sont bien là, ah, les handicapés, ben, finalement, ils peuvent faire la même chose que les autres », ben, il y aura cette mentalité qui aura évolué davantage. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre intervention et votre présence ce soir. Avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, madame Guibert. Isabelle, hein. Isabelle. Oui, voilà. Isabelle, merci pour cette intervention. Tout à l'heure, vous parliez de compétences. Comment vous définissez la compétence dans le sens où est-ce que ça passe très largement plus par le côté des diplômes ou est-ce que par l'expérience ça peut totalement être égal ou équitable le diplôme pour vous? Et voilà, déjà... Qu'est-ce qui prévaut le plus? Ouais. Bon, moi je recrute mes collaborateurs
dans mon équipe. Alors il y a du turnover, les gens viennent, partent, etc. C'est tous les candidats qui se présentent pour être juristes dans mon équipe, ils ont tous un bac plus 4, un bac plus 5, voire 2, master 2, etc. Donc niveau diplôme, j'ai l'équivalent sur toutes les candidatures. Donc en fait, ce qui fait la différence, pas forcément, c'est le savoir-être. Ah oui. En fait, moi, je projette les personnes que j'engage dans mon équipe. Est-ce qu'elles seront bien dans mon équipe? Parce qu'il faut que tout le monde s'entende dans mon équipe. C'est partout pareil, hein, je ne fais pas exception. Donc en fait, c'est aussi le savoir-être, c'est aussi comment la personne me répond, comment elle parle, etc. Il y a aussi ce critère, parce que finalement, tous les candidats ont le même diplôme. Donc la différence, je vais la faire à l'entretien. Et parfois, un entretien, je veux dire, les derniers juristes que j'ai recrutés, alors c'est des profils complètement différents. Hein. La dernière fois, j'ai recruté une personne qui avait 60 ans, j'ai recruté une autre personne il n'y a pas longtemps qui avait une trentaine d'années. Bon, en fait, c'est vraiment l'entretien, c'est le moment de l'entretien. Donc, en fait, c'est du comportement, c'est comment ça se passe au niveau de l'entretien. Alors, je ne dis pas que je fais à l'instinct. Parce que c'est pas bien. On doit être objectif quand on recrute. Droit du Je ne peux travail. pas vous dire ah ben vous me plaisez, vous me plaisez pas. Mais c'est la différence. Voilà, je cherche à voir, à essayer de comprendre le savoir-être de la personne. Parce que vous avez tous des compétences égales et au niveau de l'expérience, ben, je dirais qu'elles peuvent être équivalentes. Je peux engager des débutants, je peux engager des gens qui n'ont jamais fait de protection juridique. Et engager des personnes qui en ont fait. Je veux dire, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, mais je ne sais pas si je peux en poser une deuxième. Ma seconde question, ça serait lié par rapport plus au côté formation. Pour beaucoup, en général, on peut venir, voilà, on vient de licence de droit, de master, d'université, on va dire. Mais si on vient, parce que je sais que maintenant il y a aussi des parcours alternatifs, certains viennent d'écoles privées ou font des écoles de commerce, enfin en tout cas ils finissent par faire un master 1 de droit et un master 2 en école de commerce, ce genre de choses. Comment vous voyez ça, le fait de cette diversité plus dans la formation pour certains qu'un parcours classique, licence de droit, master 1, master 2 de droit, pour certains ils ont même passé le CRFPA par exemple. Ouais, je ne la vois pas trop parce qu'en fait, au niveau de en tout cas, là, je ne parle que de mon expérience personnelle. Nous, il nous faut des juristes avec un bac plus 4, plus 5. Donc, en fait, maintenant, ils ont tous des Master 2. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément des expériences un peu différentes, en fait. Par contre, il y a des personnes qui ont été avocats et qui ont dit je vais plus être avocat, je vais être salarié, etc. Donc on a plus, le profil est plus limité par rapport à ce que vous me dites. Maintenant, encore une fois, moi j'ai un profil bien particulier. Chez mes collègues dans un autre service, le raisonnement pourrait être différent. De toute façon, le recrutement, finalement, c'est propre à chaque employeur. Oui, et par rapport au métier. Parce que voilà, moi je veux dire, un gestionnaire d'assurance qui va, comment dirais-je, vous avez un dégât des eaux qui va régler ce type de sinistre, il n'aura pas un bac plus 5 en droit. Alors que si je veux recruter un juriste, il faut qu'il ait ce diplôme. Pourquoi? Parce qu'il est amené à donner des conseils juridiques aux clients et il faut un minimum de droit, il faut un bac plus 4 pour donner des conseils juridiques aux clients. J'ai une question, vous allez voir, qui remonte du chat et qui est très très pragmatique. Voici ce qu'elle dit. Je suis diplômée d'un master et je cherche actuellement un emploi dans le domaine juridique. Quels sont les conseils à me donner pour trouver ce fameux emploi? Est-ce que je peux répondre? Parce que par exemple, moi du coup, mon Master 2, ce sera en alternance. Et donc là, je commence à chercher quoi faire pendant mon alternance.
Et je sais qu'il y a aussi des fois des facs ou des salons étudiants qui font des journées portes ouvertes. Et c'est l'occasion aussi d'aller vers le stand qui nous intéresse pour aller parler avec les personnes qui sont présentes. Donc des fois, on peut avoir soit un employeur directement, soit quelqu'un de l'entreprise qui va pouvoir nous parler. Et après, lors de l'entretien, c'est un plus. On peut dire qu'on a rencontré telle personne, donc il faut mettre en avant aussi par le contact réel et pas que par les réseaux, je pense. Je ne sais pas si ça peut aider, mais... Si, je confirme effectivement. La piste des écoles et des salons est importante, oui. Oui, tu vas Bravo. C'est juste pour apporter un complément pour ceux qui cherchent de l'emploi, c'est d'éviter d'être un peu borné. Parce que j'ai un master en droit, je ne cherche rien que dans le droit. Là, tu limites beaucoup de chances. Il faut être ouvert à d'autres opportunités de la vie qui se présentent et acquérir ces expériences qui peuvent te donner l'opportunité plus prochainement peut-être d'entrer dans le domaine du droit avec plus de force, quoi. Parce que le droit a besoin d'autres expériences de vie qui pourront t'aider dans l'avenir. Oui, moi je dirais qu'il faut pas, par expérience en tout cas, je dirais qu'il ne faut pas s'auto-limiter parce que finalement on peut être surpris des réponses qu'on peut avoir à des candidatures. Donc, voilà. Quelqu'un nous demande en ligne, c'est Montero Nilsson qui nous demande s'il existe des réseaux ou des associations pour les avocats ou juristes déficients visuels qui facilitent l'échange d'informations et de soutien. Et tu admettras que ça, c'est de la transition quand même. Oh là là, incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Madame Guibert. Isabelle. Avec plaisir. Merci, Clara. Avec plaisir aussi. Eh bien, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. Pardon. Je tiens à remercier tous les intervenants d'avoir pris de votre temps pour nous délivrer ces témoignages inspirants et portant de précieux conseils. Et je vous remercie aussi à tous, chers publics, d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation. Et j'espère que cette masterclass vous aura éclairé sur le milieu juridique. Avant de clôturer, je voudrais donner quelques ressources supplémentaires. Bon, déjà, la captation de cette séance sera disponible dans quelques jours sur YouTube, la chaîne d'APIDAV. Ensuite, donc, pour ce qui est des ressources supplémentaires, on a tout d'abord l'association Droit comme un H, dont je suis membre. Et en fait, cette association, elle a pour but de justement d'aider à l'inclusion des étudiants en droit ou des professionnels du droit en les aidant de manière individuelle et aussi en intervenant pour sensibiliser dans les cabinets et les entreprises, aussi dans les universités. Et aussi, justement, ça crée du réseau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans différentes structures, dans différents domaines. Et donc, c'est aussi très intéressant pour cela. Ensuite, vous avez le programme de l'éloquence de la différence. Donc là, c'est pour tout ce qui est prise de parole. Donc, c'est un programme qui a une section d'ateliers d'éloquence spécialement pour les personnes déficientes visuelles. Ensuite, eh bien, évidemment, il y a la section étudiante d'APIDV parce que nous sommes à APIDV. Et donc, je suis aussi membre de la section étudiante, comme Clara et Ismaël. Et donc, ce qui est bien avec cette section, c'est que déjà, en tant qu'adhérent, vous allez accéder à plusieurs aides, comme les ouvrages adaptés, l'aide pour l'accompagnement dans les stages et alternances, ainsi que la Bibliothèque nationale universelle de France. Mais aussi, en fait, vous allez pouvoir... en tant que membre de la section étudiante, être pleinement impliqué dans la vie associative, puisque vous allez être régulièrement sollicité, même pour l'organisation justement de la masterclass, par exemple, qui est une idée qui a émergé de cette section étudiante, et aussi pour l'organisation de sorties culturelles, ou plein d'autres actions. Voilà. Et je vérifie que je n'ai rien oublié, mais... Non, je n'ai rien oublié. Voilà, merci beaucoup.